Pour ceux qui prennent à 20h14, désolé, on a eu des petits soucis techniques qu'on a résolus. Donc, Aîné, bonsoir. Et puis, écoute, je suis très heureux de t'accueillir sur le salon conférence du Discord des Patriotes. Pour donc les Patriotes, le mouvement souverainiste qui est donc mené par Florian Philippot depuis 2017. Nous avons donc la chance, depuis quelques mois, nous avons deux jeunes militants normands qui ont créé un serveur Discord sur lequel je te reçois ce soir. Et ce serveur qui nous permet justement de collecter toute l'information autour de l'activité du mouvement des Patriotes, qui nous permet également justement de faire des interventions comme ce soir, de suivre les réseaux sociaux de Florian. Et donc d'avoir tout au même endroit pour tous les patriotes qui cherchent des informations, et surtout, important également, des salons d'échange autour de toutes les valeurs et la charte des patriotes. Donc Aîné, c'est avec plaisir qu'on te reçoit ce soir. On va parler Frexit et puis sortie de l'euro, qui est un thème très cher aux patriotes, et puis aussi à pas mal de Français qui se posent des questions sur le sujet. Et donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux déjà te présenter? Oui, donc je suis Elie Bussac, je vis en Allemagne depuis 2010. Je suis la même promo que Florian à HEC. J'ai écrit en fait, ça fait exactement 7 ans que je m'intéresse au sujet pardon, 8 ans, c'est fin 2016, au sujet des crypto-monnaies parce que j'ai trouvé ça en fait assez fascinant et je sentais que c'est quelque chose qui remettait en question pas mal de choses. Et donc, j'ai accumulé pas mal de connaissances, et si bien que j'ai écrit un livre. Et en fait, j'ai eu un peu de chance parce que quand j'ai écrit mon livre, c'était la bulle 2017-2018. Donc, j'ai eu facilement un éditeur qui m'a dit OK. Je l'ai après traduit moi-même en allemand. J'ai écrit un deuxième bouquin en 2022 que j'ai aussi moi-même traduit en allemand. Là, j'en ai écrit un troisième uniquement en allemand. Et en fait, plus je m'intéresse à la monnaie et plus je vois les problèmes de notre système monétaire actuel, aussi le potentiel des crypto-monnaies, plus je comprends aussi les crypto-monnaies et je m'intéresse plus généralement à leurs perspectives. Et plus je vois en fait, aussi par les livres que j'ai pu lire, euh, que en fait, je pense, enfin ma conviction, c'est que la monnaie, c'est la source de énormément de nos problèmes. Et on s'en rend pas forcément compte parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Et D'accord. d'où l'intérêt de Et notre discussion. D'accord. Et d'où l'intérêt également pour nous, le sujet qui nous intéresse particulièrement, parce que on est de plus en plus nombreux en France à se poser la question déjà sur la sortie de l'Europe. Déjà, les patriotes, s'ils sont patriotes, c'est parce que on ne croit plus dans cette Europe. Mais souvent, ce qui est plus dur, c'est de se dire, voilà, nous sommes dans l'euro depuis 25 ans. Quels sont les moyens? Est-ce qu'on va vraiment, est-ce qu'on peut vraiment sortir de l'euro? Et plus les témoignages s'accumulent, des économistes, des gens comme toi également qui connaissent la monnaie, plus on s'aperçoit qu'on peut réellement sortir de cet euro. Et c'est le sujet qu'on va vraiment traiter ensemble ce soir. Mhm. Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous reparler des origines de l'euro, et puis ce qu'on nous avait promis, les belles promesses qu'on nous avait faites avec, tous les problèmes que ça a pu ensuite engendrer depuis 25 ans, et pour arriver à la situation économique actuelle. Euh, et puis ensuite, comment concrètement on fait pour sortir de l'euro, parce que c'est vrai que si on écoute les médias classiques, on nous dit que c'est impossible, alors que de plus en plus d'économistes qui se font entendre sur des chaînes autres que les chaînes mainstream nous expliquent exactement comment on peut faire. Et puis voir les implications que ça aura par rapport à la Banque de France, par rapport aux dettes, par rapport à la retraite et par rapport à tout ça. Donc dans un premier temps, si tu veux bien nous refaire un petit historique sur l'origine de l'euro, et puis les promesses qu'on avait et qu'on nous a données et qui n'ont pas été tenues. Alors l'euro, en fait, c'est un projet qui date, dont on retrouve un peu les prémices à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une vieille idée, en fait, hein, d'avoir une monnaie commune dans les pays européens, parce que l'Europe a toujours été un continent relativement prospère, enfin toujours depuis longtemps, mais avec plein de petits pays. Et comme on a depuis au moins le 19e siècle un grand pays de l'autre côté de l'Atlantique et surtout depuis les deux guerres mondiales qui a pris énormément d'importance et qui est devenue la première économie mondiale, ils, ils ont de plus en plus voulu imposer leurs idées et on le voit bien avec l'Union européenne. Donc
L'euro, en fait, les germes de l'euro, on les retrouve au niveau des traités, etc., dans l'acte unique de 86 et surtout dans le traité de Maastricht en 92. Et c'est là où ça a été décidé, en fait, avec des réticences. Même Mitterrand n'était pas au départ très très pour, mais il a vite changé d'avis à partir de son premier mandat. C'est plutôt les Allemands, en fait, qui étaient réticents et qui ont mis pas mal de conditions à ce qu'on mette l'euro en place. Ils voulaient, en fait, ils, ils avaient peur qu'en partageant une monnaie avec, au départ, la douzaine de pays du départ, ils n'aient pas leur mot à dire, enfin, ils puissent pas, autant qu'ils l'avaient fait jusqu'à présent avec le marque, avoir une monnaie, entre guillemets, gérée de manière rigoureuse et qui corresponde à leurs intérêts. Mais c'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire, en l'occurrence, parce qu'ils ont mis le siège de la BCE à Francfort, comme vous le savez, et ils ont fait de l'euro une monnaie forte. Ils avaient pour ça, en fait, un atout, un allié qui était M. Trichet, qui nous avait déjà mis dans les pattes le franc fort quelques années auparavant, au début des années 90, qui a fait beaucoup de mal à l'industrie française. Et donc, voilà, donc, et donc on a vendu ça aux populations. C'est surtout Jacques Chirac qui s'en occupait chez nous. Euh, parce qu'il est arrivé au pouvoir en 95. En fait, il y a eu tout le travail pour faire accepter le traité de Maastricht avec des débats où tout le monde était pour Maastricht, mais un peu comme les Européennes cette année en fait, hein. Tout le monde est pour l'Union européenne, donc on débat de la Palestine et Israël ou l'Ukraine, mais pas des trucs, pas de l'Union européenne en fait. Et Maastricht, c'était un petit peu pareil en fait. 80-90% des gens qui intervenaient étaient pour, mais on organisait quand même des débats entre la droite et la gauche. Et donc, si vous reprenez en fait les déclarations de M. Madeleine, de M. Chirac, d'autres personnalités politiques de l'époque, ou même M. Trichet, M. Strauss-Kahn, etc., vous voyez qu'ils nous promettent plus de prospérité, qui nous promettent aussi qu'on aura une souveraineté monétaire qui nous permettra d'être plus compétitifs face aux États-Unis ou à la Chine, par exemple, et qui permettra aussi de rapprocher, voire d'harmoniser. Alors, ils n'ont pas utilisé le terme harmoniser, mais les économies européennes pour avoir plus de prospérité, encore une fois, moins de chômage. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et dans cette création, il y a quand même, j'ai revu des articles et j'ai entendu quelques témoignages là-dessus. Ce sur quoi je m'interroge, c'est dans la création de l'euro, le fait qu'en même temps que la création de l'euro a été créé un fonds de sauvegarde de l'euro ou un fonds de soutien à l'euro, au cas où Mhm. ça tournerait mal. Et je me suis toujours interrogé, je me dis comment on peut à la fois dire bah, on va créer une monnaie, elle va être forte et ça va marcher, et en plus créer un fonds de soutien. Donc est-ce qu'il y a d'autres monnaies dans le monde qui ont également à côté qui ont un fonds de soutien pour les permettre de les soutenir en cas de problème? En fait, je ne sais pas exactement ce que c'est que ce fonds de soutien parce que j'ai pas trouvé beaucoup de traces en faisant mes recherches. Euh, le, f- le fait est que les monnaies sont faites de telle manière aujourd'hui que le soutien, en fait, on a tous besoin d'un tampon parce que, imaginons qu'un État, je ne sais pas, il prévoit un déficit de 100 milliards d'euros, mais en fait, ce sera 125. Soit il vend pour 25 milliards d'euros de biens de l'État, des bâtiments, des tableaux, des parcs, je ne sais pas quoi. Soit il a une autre forme de tampon, enfin de matelas de sécurité. Et c'est peut-être ce que son soutien était censé faire. Euh, mais le fait est que, suivant les pays, suivant la manière dont ils gèrent leur banque centrale, suivant aussi son indépendance, in fine, le soutien aux monnaies, enfin, ce matériel de sécurité, ça consiste en fait à émettre de la monnaie. Et donc, c'est ce qu'on appelle la D'accord, planche à billets. Voilà. d'accord. Et toutes les monnaies, en l'occurrence, l'euro n'est pas, fait pas exception par rapport à ça. Mais ce qui se passe avec l'euro, c'est que ils ont, au fil des ans, comment dire, euh, ignorer de plus en plus de règles qui s'étaient fixées, par exemple la dette publique à 60% du PIB, le déficit public à 3% du PIB sur une année, ou alors les objectifs de croissance et le fait que la Banque centrale n'était pas censée racheter les dettes des pays. Et elle le fait à plein tube en ce moment. Si la Banque centrale ne rachetait pas la dette de la France en ce moment, on serait déjà en faillite en fait. Et c'est grave parce que, évidemment, on ne veut pas être en faillite, mais d'un autre côté, on va probablement parler, le fait que cette banque centrale puisse créer la monnaie à partir de rien et racheter la banque des dettes de la France, parce qu'il y a de moins en moins de pays qui continuent à le faire, ça ne fait que repousser l'échéance, en fait. Et ça ne fait que permettre au gouvernement de ne pas se réformer et de ne pas faire de mesures impopulaires.
Aucun gouvernement veut faire des mesures impopulaires, mais malheureusement, quand on fait des bêtises pendant des décennies, bah, il y a un moment, il faut le faire. Surtout que Macron, c'est son deuxième mandat, donc il pourrait, entre guillemets, se griller et puis mettre en place des mesures vraiment désagréables de réforme de l'État. Parce que le problème, c'est en France, c'est l'État, c'est pas les citoyens, enfin, les entreprises ou les citoyens, ils ont aussi leurs défis, mais le problème de la France, c'est l'État. Et tant qu'on peut avoir une banque centrale qui nous finance comme ça à tour de bras, bah, on a moins de motivation à faire le travail nécessaire, qui est certes difficile et impopulaire, mais voilà, qui est nécessaire. D'accord. Et quels sont selon toi aujourd'hui les principaux inconvénients actuels, sur cette appartenance à l'Union européenne et à l'euro? En fait, moi j'ai listé 6 problèmes principaux, de l'euro. Le premier, le plus important peut-être, c'est que, bah, c'est tout simplement, on est plus souverain sur notre monnaie. Donc c'est un concept qui est pour, je pense, beaucoup de pays, si on se pose un tant soit peu la question ou beaucoup d'économistes, difficile à comprendre. C'est-à-dire, les gens qui dirigent l'euro, bah, ils ont pas les mêmes intérêts que la France en fait. Christine Lagarde, elle est plus américaine que française ou peut-être allemande, je sais pas. Mais en tout cas, s'il y a un pays qui influence l'euro, c'est l'Allemagne, en tout cas, c'est pas nous. Et, euh, et donc, on délègue la gestion d'un outil fondamental, à la fois pour une économie, mais aussi pour un État, pour un gouvernement, qui est la gestion de la monnaie. Le deuxième problème, bah, c'est qu'on a mis en place l'euro dans aujourd'hui 20 pays, mais à l'origine 12, qui ont des économies relativement éloignées. Enfin, la Grèce, quand ça a été mis en place en 99 et 2002, c'était aussi on sait qu'ils ont triché pour pouvoir entrer dans l'euro et à quoi bon? Enfin, je veux dire, je pense pas que les Allemands arrêteraient, je dis ça parce que les Allemands vont beaucoup en Grèce, mais même les Français ou autres arrêteraient d'arrêter en Grèce s'ils avaient encore la drachme, hein. C'est pas un outil de vente. Donc, on a des économies entre le Portugal, la France, l'Espagne, l'Allemagne, bien sûr, la Hollande, l'Autriche, la Grèce, et aujourd'hui la Slovénie, Malte, Chypre, l'Estonie, la Lettonie, etc., qui sont très différents, enfin très différents, qui sont relativement différentes, et on a mis la même monnaie en place. Le troisième problème, c'est que l'euro en fait est trop cher pour beaucoup de pays, notamment nous, mais aussi les pays du sud de l'Europe, ce qui fait que si vous regardez la courbe entre par exemple le franc et le Deutsche Mark jusqu'à entre 1960 et l'introduction de l'euro en 99, où les taux étaient fixés, on voit que le taux du mark en fait augmente lentement mais sûrement par rapport au franc. Il était à 1 franc pour un mark au début des années 60 pour passer à 3,53, quelque chose comme ça, quand franc pour un mark quand l'euro a été lancé. Et ça, c'est l'ajustement tout à fait normal des monnaies entre elles. Quand une économie est moins compétitive ou exporte moins, etc. Enfin, il y a beaucoup de données. C'est pas forcément mauvais d'ailleurs qu'une monnaie se déprécie, hein. On le voit avec la Turquie ou même le Japon. C'est pas des pays qui vont très très mal, mais leur monnaie se déprécie pour plein de raisons. Mais c'est un ajustement naturel, et on l'a plus. Mais de même que les Grecs ne l'ont plus, les Portugais non plus, etc. Donc on a des monnaies hétéroclites qui ont la même, pardon, des économies hétéroclites qui ont la même monnaie dont les taux sont fixés. Le quatrième problème, c'est qu'il n'y a pas eu non plus d'harmonisation fiscale ou sociale, donc c'est super fastoche. Et les GAFAM s'en donnent à cœur joie, mais pas que, bah, d'avoir une entreprise dans un État et de déclarer ses bénéfices dans cet État-là. C'est ce que font typiquement les GAFAM en France, qui déclarent très peu de bénéfices. Alors, ils payent certes les cotisations sociales de leurs salariés, etc., mais ils déclarent très peu de bénéfices, et donc les bénéfices sont déclarés en Irlande, où on a 12,5% d'impôt sur la société, contre les 25%, donc deux fois moins qu'en France. Le cinquième problème, c'est qu'on a en fait, du coup, ça crée des équilibres importants parce que les pays du Sud ont beaucoup de dettes vis-à-vis des banques des pays entre guillemets forts, notamment l'Allemagne. En fait, on a un système de compensation des mouvements en euros au sein du système euro qui s'appelle Target 2. Il est de plus en plus déséquilibré. C'est-à-dire que d'une part, on achète plus à l'Allemagne qu'on lui vend, donc nos euros passent en Allemagne. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'euro, c'est une monnaie commune et pas unique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des euros français, portugais, grecs passent en Allemagne. Ils sont émis par les banques centrales de ces pays, ils passent dans les banques allemandes. Donc il y a des déséquilibres en fait, des créances qui se créent vis-à-vis de l'Allemagne par rapport aux banques centrales des autres pays ou qui achètent des produits allemands dans la zone euro. Et il y a aussi des riches propriétaires, enfin les riches, entre guillemets, pas forcément propriétaires, mais les personnes fortunées qui mettent aussi leurs économies, des riches grecs ou des riches français ou des riches, bon les français pas forcément, mais ou les riches italiens
qui mettent leurs économies dans les banques allemandes. Et ça crée aussi des déséquilibres. Donc le système Target 2 est relativement déséquilibré. Et le dernier problème, bah, c'est que, et là je pense que c'est aussi un très gros problème, c'est que le fait d'avoir cette monnaie qui apparemment est forte et commune à autant de pays, et dont l'Allemagne, ça a extrêmement dilué la responsabilité des États qui ont pu s'en donner à cœur joie pour augmenter les dettes. Je pense que la dette française n'aurait pas autant augmenté si on était encore au franc parce que on aurait été responsable de nos bêtises et on aurait été sanctionné par le marché. On aurait aussi dévalué notre monnaie, comme, en fait, comme le font les autres pays. Le projet de l'euro, bon, il a quelques bons côtés, quelques côtés alléchants qu'on peut comprendre, mais ça marche pas. Et il y a un moment, il faut tirer une conclusion, en fait, parce que nos pays se désindustrialisent assez vite, notre balance commerciale est catastrophique, notre dette explose. C'est pas que lié à l'euro, mais c'est beaucoup lié à l'euro. Et pour donner en fait sa souveraineté monétaire à une autre entité qui n'a pas les mêmes intérêts que nous, il faut vraiment de très bonnes raisons de le faire. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on se débarrasse de notre souveraineté monétaire et en plus, ça nous apporte des avantages conséquents. Donc, il y a un moment, il faut arrêter. Enfin, il y a un moment, il faut reprendre, comme 99% des pays sur Terre, notre souveraineté monétaire et donc sortir de l'euro. D'accord. Tu parlais tout à l'heure d'euros français, d'euros portugais, d'euros allemands. Oui. En sous-main, il me semble avoir lu ou entendu quelque part également qu'en fait, nos monnaies nationales n'ont pas réellement disparu. En fait, elles ont été couvertes par un euro, mais que quelque part, il existe toujours un taux de change entre le franc, le mark. Est-ce que c'est une réalité ou je me trompe sur ce Alors, sujet-là? le taux de change entre les monnaies, alors nos monnaies nationales ont disparu. Mais enfin, elles ont été, en fait, si, elles ont été transformées en euros. Donc, il y a l'euro français, l'euro belge, etc. Le franc, le franc belge, enfin, les anciennes monnaies, elles ont disparu. Mais leurs taux de change ont été gravés juste dans le marbre. Et ce qui est important à comprendre, c'est que on a encore une banque centrale. Il y a encore une Banque de France. Et la Banque de France, elle est notamment là pour émettre des euros français. Elle émet des billets. Alors les billets, ils sont pas différents d'un pays à l'autre, mais ça reste quand même. Euh, En fait, la monnaie, quand elle est émise, elle est émise de manière électronique. La monnaie papier, c'est juste, on raye la monnaie électronique dans un ordinateur, et en échange, on obtient la monnaie papier. La monnaie papier, c'est 1 ou 2% de la masse, enfin, c'est rien, c'est 1000 milliards d'euros, un truc comme ça, bah, c'est pas beaucoup sur la zone euro. C'est pas par rapport à la monnaie, ce qu'on appelle scripturale, Structurel, oui. c'est pas beaucoup. Mais évidemment, pour le commun des mortels, c'est une monnaie, souvent sa prédisposition à utiliser du cash. C'est une monnaie qui est importante. Et on pourra aussi vous parler de la place du cash si on devait sortir de l'euro. Mais voilà. Donc, il y a toujours une Banque de France qui émet des euros français qui valent exactement la même chose que les euros slovènes, chypriotes, etc. Mais c'est un avantage en fait, parce que c'est les Allemands en fait qui n'ont pas voulu qu'on ait une monnaie unique. Alors, le terme monnaie unique, on l'a entendu, mais il est faux. C'est une monnaie commune. Les Allemands D'accord. parlent toujours de monnaie commune, Gemeinschaftswährung, on ne parle pas de monnaie unique. Et donc, ça simplifierait le retour à franc, parce qu'on a toujours une banque centrale, on imprime beaucoup de billets dans le Puy-de-Dôme, il me semble, ou dans la Gironde. Et puis, on peut aussi fabriquer des pièces de la même manière. Donc, ce serait pas techniquement, enfin, ce serait pas un souci. D'accord. Donc, est-ce que c'est à partir de ce moment-là, on va se dire, bon, ok, il y a eu pas mal d'erreurs et des abus avec l'euro, on veut sortir de l'euro. Alors, concrètement, explique-nous, est-ce que c'est possible et comment c'est possible de sortir de l'euro? En fait, la sortie de l'euro n'est pas prévue par l'Union européenne. Donc, à moins qu'on ait fait des énormes bêtises, mais on pourrait presque invoquer en disant leur règle en disant, bah, écoutez, on a une dette supérieure à 60% de notre PIB, on a plus de 3% de déficit du public l'année prochaine, donc on est disqualifié pour l'euro, donc on s'en va. Théoriquement, si on respecte leurs règles à la lettre, on pourrait dire, ah bah, on répond plus aux critères, donc on est obligé de partir, hein. Ça nous fait de la peine, mais on est obligé de partir. Je sais pas si une carte comme ça pourrait être jouée, parce qu'il y a des fois, il faut juste respecter à la règle les règles, et à la lettre les règles, oui, et ça peut nous avantager. Je pense que comme il y a sur les 20 pays de l'euro, il n'y en a que 9 qui respectent ces critères, ça voudrait théoriquement dire qu'on emmènerait les autres avec nous. D'accord. L'Italie aussi, l'Espagne aussi, la Grèce, enfin les pays du Sud en gros.
devraient aussi partir de l'euro parce qu'ils ont une dette supérieure à 60% de leur PIB, par exemple. Voilà. Mais à part ça, il y a pas de mécanisme prévu. C'est même l'inverse, en fait. Dans l'Union européenne, le fait de joindre l'Union européenne, implique qu'on promet, entre guillemets, qu'on va rejoindre l'euro à un moment donné. Théoriquement, la Pologne ou la République tchèque devrait rejoindre l'euro à un moment donné, mais elles ne le veulent pas. Et bon, l'Europe, je pense que l'Union européenne n'insiste pas trop là-dessus pour le moment. Et comme ces pays ne le veulent pas, je pense que ça ne va pas se passer, en tout cas d'ici demain. Mais nous, le plus simple, en fait, c'est de sortir de l'euro, de l'Union européenne, tout simplement. Et comme C'est c'est le Frexit. aussi, voilà, comme c'est aussi ce que ce que veulent les patriotes, quelque part, ça fait sens. C'est automatique, entre guillemets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a enfin, une anecdote, mais il y a un petit pays qui utilise l'euro et qui n'est pas dans l'Union européenne, c'est le Monténégro. Donc, en théorie, on pourrait utiliser l'euro, mais ce serait évidemment pas ce qu'on veut. D'accord. Encore moins ce Mais qu'on veut. On aurait plus dans rien à notre dire. démarche de Frexit, on a vu qu'il y a quand même des pays européens qui commercent énormément avec l'UE. Je prends le cas de la Norvège. Et pourtant, la Norvège a toujours sa couronne norvégienne, etc., sa souveraineté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cet exemple norvégien? Et puis, de toute façon, dans le cadre du Frexit, ça veut dire on sort de l'Europe, on sort de l'euro, on sort de toutes les institutions dont parle Florian régulièrement. Ouais. Et puis, ça se ferait naturellement. Mais Non, mais l'histoire de monnaie, c'est pas des vraies difficultés. Parce que la République tchèque et la Slovaquie, quand elles se sont séparées en 93, elles n'ont eu aucun problème à abandonner leur monnaie commune, je ne sais plus comment elle s'appelait. Et alors, il y a eu une couronne slovaque, une couronne tchèque, hein, parce que la Slovaquie est passée à l'euro, c'était il y a, je sais plus, il y a 15 ans, un truc comme ça. J'ai connu la Slovaquie hors Union européenne, moi, dans les années 2000, pardon, hors euro, excusez-moi, entre 2003 et leur passage à l'euro. Et donc, notre système monétaire, enfin, je veux dire, on passe notre vie à faire des échanges monétaires en dollars. Donc, pourquoi pas la couronne norvégienne, pourquoi pas le franc français? La Suisse aussi, elle passe sa vie à faire des échanges de monnaie entre son franc suisse et d'autres. On a aussi le Royaume-Uni qui est juste à côté. Donc, ces histoires. Et puis même à l'intérieur de l'Europe, on a 7 pays qui n'ont pas on a 7 pays qui n'ont pas l'euro. Donc, tout ça, en fait, pas des soucis. Ce qui est important, en fait, c'est que l'euro a été mis en place, je pense, pour simplifier la vie. Enfin, mon avis sur le sujet, c'est qu'on a les États-Unis, comme j'ai dit au tout départ, qui ont pris énormément d'importance dans tous les domaines, et notamment économiques, qui voient l'Europe, qui est leur premier marché, hormis leur marché à eux, leur marché domestique, mais euh, l'Allemagne est deux, troisième ou quatrième chez toutes les grandes sociétés américaines, notamment les GAFAM, hein. Moi, je le sais parce qu'ici à Munich, on a le siège d'Amazon, de Microsoft, Salesforce, Google, Facebook. Donc, enfin, ils sont presque tous ici. Ils ont pris et donc, ils emploient beaucoup de monde. Et ils voient cet ensemble compliqué avec toutes ces langues, toutes ces frontières, toutes ces législations. Et ils voient chez eux où c'est la même langue, c'est le même pays, c'est la même monnaie. Donc ils se disent, bon, ils nous cassent les pieds, les Européens, avec tout leur complexe, leurs trucs compliqués. On va mettre l'Union européenne et on va harmoniser tout ça. Comme ça va être plus facile de faire du business. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Je veux dire, on passe notre vie, là, Discord, je pense que c'est américain. On passe notre vie à utiliser des entreprises américaines dès qu'on paye sans cash, dès qu'on communique, dès qu'on utilise notre smartphone. Et dans plein d'autres domaines. Donc, ces histoires de monnaie, le système monétaire, c'est bien les gérer et repasser au franc. Si on devait repasser au franc, en fait, ce qui est important, c'est de se mettre d'accord avec les banques, avec le monde des affaires et montrer patte blanche. C'est-à-dire, on n'est pas là pour vous en kikiner, on n'est pas là pour. Il faudrait même leur dire que, en fait, le fait de repasser au franc, déjà, on va faire ça de manière très structurée, sérieuse et en concertation. D'autre part, on ne va pas s'embêter avec un nouveau taux de change, on va faire du 1 pour 1 avec l'euro, comme ça il y aura plus ces histoires de prix psychologiques qui explosent comme on a eu en 2002, 2003, 2004. Et puis on va faire ça en concertation, on va faire ça de manière structurée, c'est-à-dire, oui, et on va aussi mettre en avant les avantages que ça va apporter, c'est-à-dire on va remettre la main sur notre monnaie, on va pouvoir à nouveau avoir une monnaie qui correspond plus à notre économie, à nos intérêts et à notre pays.
mais ce sera totalement compatible et on pourra totalement faire des échanges avec nos voisins comme on le fait aujourd'hui. C'est juste que ce sera le franc ou le s'appeler l'euro. Enfin, ça, c'est une broutille. D'ailleurs, on l'a très bien fait en 2002 quand on est passé à l'euro. Je dis pas que c'est comme envoyer une lettre à la poste, mais c'est quelque chose qu'on sait faire. Et on repasserait juste au franc et voilà, et on changerait euro en franc. La question pour moi plus importante, mais je ne sais pas si je pense pas qu'on en parle aujourd'hui. J'en ai parlé dans mes interventions à Arras et à Hénin Beaumont. C'est tant qu'à faire, puisqu'on va reprendre notre monnaie, comment serait cette monnaie? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant avec cette monnaie? Mais ça, c'est une discussion à part entière. Oui, oui, et puis et il y a des étapes psychologiques aussi à franchir quant à la création d'une nouvelle monnaie ou de nouvelles formes de monnaie. Mais très concrètement, demain, donc on invoque la sortie de l'Europe, donc un Frexit. On sort de l'euro. Quelles sont les étapes pour retrouver rapidement des billets, sachant que c'est vrai que si on relativise tout, on s'aperçoit qu'on a l'euro que depuis 25 ans. Et on a vécu pendant des siècles avec autre chose que l'euro et ça s'est très bien passé. Oui, bah, le franc, il a 7 ou 800 ans. Enfin, il avait, parce qu'il a plus là. Oui. Mais là, il faut vraiment effectivement voir, comme vous le dites et très justement, l'euro comme une parenthèse. C'est-à-dire, moi, j'essaie de voir les choses de manière positive. On a vraiment essayé d'avoir ce projet d'une monnaie commune, de rapprocher les peuples, etc. Ça n'a pas marché. Et moi, je suis bien placé pour le savoir. Je vis en Allemagne depuis 15 ans. Ça ne marche pas de faire bosser les Allemands et les Français entre eux. Parfois, ça marche. Là, il y a Airbus, par exemple, à Munich, il y a beaucoup de Français. Mais on est vraiment différents. Et donc, déjà que, je sais pas moi, des pays comme la Colombie, l'Équateur ont du mal à travailler ensemble alors qu'ils ont la même langue. Euh, mais la France et l'Allemagne, je veux dire, les Français connaissent mal l'Allemagne. Et la plupart ne parlent pas allemand. Qu'est-ce qu'on va essayer de mélanger ces deux pays? Alors, que ces deux pays coopèrent et fassent des échanges, évidemment. On fait aussi des échanges avec le Japon, qui est un pays radicalement opposé, enfin pas opposé, mais très différent de nous culturellement. Mais de là à avoir les mêmes lois, les mêmes frontières, la même monnaie, il y a un moment, il faut arrêter. Enfin, ça, c'est pas logique. Et on se tire une balle dans le pied. Et même le monde des affaires se tire une balle dans le pied parce que, bon, les valorisations des entreprises augmentent parce qu'on crée plein de monnaie, mais si on regarde les volumes, ça baisse, tout baisse. Donc, alors c'est aussi lié à la démographie, il n'y a pas que la monnaie, mais donc pour sortir de l'euro, il faudrait en fait, je pense que la première solution que j'évoquais au départ en disant qu'on ne respecte pas les règles et donc on sort, je pense que c'est pas réaliste. C'est marrant à évoquer. Mais non, mais là, c'est la manière la plus simple de faire, bah, c'est sortir de l'Union européenne. Donc pour ça, bon, on a un traité, on a un article 50 du traité qu'on connaît. Alors, j'entends plusieurs voix. Il y a le Bruxelles de Monsieur Dupont-Aignan, il y a Guilain Benessa qui parle de ne plus payer, ou même Dupont-Aignan qui parle de dire non, on respecte plus le droit européen ou alors on ne paie plus aux cotisations, etc. Moi, je trouve que c'est plus simple d'utiliser l'article 50 parce qu'il est là pour ça d'ailleurs. Les Anglais l'ont fait, alors ça a été assez compliqué avec les Anglais. D'une part parce qu'ils avaient un gouvernement qui n'avait pas envie de le faire. Alors pas Boris Johnson, mais ceux qui sont venus après, Theresa May et Rishi Sunak. Mais aussi parce qu'il y avait ces histoires de l'Irlande du Nord et l'île de Man, ça a posé des problèmes. Mais nous, on invoque ce traité, enfin cet article, et ensuite on gèle entre guillemets les euros français, c'est-à-dire les euros qui sont détenus en France par les gens. Alors là, c'est une question de territoire, c'est pas une question de nationalité. Moi, par exemple, je détiens les euros allemands parce que j'ai un compte en banque allemande. Je suis français, mais je détiens les euros allemands. Et tous les gens qui sont en France, qui ont des euros dans les banques françaises, et ces euros français. Et après, de toute façon, dans Target 2, ça c'est assez bien répertorié. On sait à peu près la masse d'euros dans chaque pays. La Banque de France déclare des masses monétaires pour l'euro français. On est aux environs de 3 000 milliards d'euros français, juste pour votre information. Et donc on les gèle, entre guillemets, et on dit bah, ces euros français deviennent des francs français, un pour un. Et donc on change la dénomination, on change aussi dans les serveurs informatiques les dénominations. Notre dette, bah, au lieu de libellée en euros, elle est libellée en francs, mais comme on fait du un pour un, bah, ça ne change rien. Mais on parle avant avec nos débiteurs, avec nos le Qatar, la Norvège, les États-Unis, BlackRock, etc. Ils détiennent beaucoup de dettes françaises. On leur dit, ça change rien, c'est juste que cette monnaie maintenant, c'est plus la monnaie de Christine Lagarde et directement des États-Unis.
Et après, les gens peuvent changer leurs espèces contre des nouveaux francs français. Ils peuvent les garder si ça les amuse parce qu'ils pourraient les utiliser dans des pays qui ont encore l'euro. Et puis c'est reparti comme en 40. Enfin, après, bon, encore une fois, la Banque de France, bah, elle sera responsable à nouveau de sa monnaie, cette fois-ci de manière indépendante, plus assujettie à la BCE. Et encore une fois, bah, quel sera le franc français? Alors, est-ce que on va reprendre une monnaie comme on a pu l'avoir, je sais pas, comme sont gérées toutes les monnaies en fait, hein, ou alors est-ce qu'on va mettre un peu de numérique dedans? Qu'est-ce qu'on fait du cash? Qu'est-ce qu'on fait comme politique monétaire? Voilà, donc là, on va se poser des questions extrêmement intéressantes. Et puis le cours du franc français va très vite refléter la valeur de l'économie française aux yeux de nos partenaires économiques. Et c'est là qu'on va voir en fait ce qu'on vaut, entre guillemets. Parce que là, on est en fait dans un gloubi-boulga avec l'Allemagne et la BCE qui nous achète à tour de bras notre dette, mais tout ça, c'est complètement artificiel en fait. La France va plus mal que ce que l'euro, que notre monnaie actuelle le laisse penser. D'accord. Et ce qui veut dire que, en gros, cette banque centrale, Banque de France, retrouverait certainement de nouvelles prérogatives, des missions qu'elle a complètement perdues depuis 25 ans. Et ça demande quand même un vrai programme économique, un accompagnement et une volonté solidaire de relever la France ensemble, en fait. Oui, oui, et autour de notre nouvelle monnaie. Et moi, je trouve que c'est un programme extrêmement excitant, en fait. Je sais pas, moi, les Anglais, ils gèrent leur livre sterling de manière autonome depuis. C'est la plus vieille monnaie, pour votre info, là, qui existe encore. La livre sterling, elle est plus vieille que le franc. C'est aussi pour ça qu'ils voulaient pas l'abandonner pour l'euro, ils ont bien fait. Ça a simplifié aussi leur sortie de l'Union européenne. Mais on va gérer notre monnaie comme. Mais la Banque de France existe toujours, donc nos presses sont toujours là, elles fabriquent des euros, elles fabriqueront des francs demain. En fait, le système est toujours là et ça a même été pensé comme ça pour que ce soit réversible. Le truc, c'est qu'on n'en parle pas. Donc, c'est même pas que sur les médias mainstream, ils en parlent de manière négative ou ils disent que ce serait une folie de sortir de l'euro, c'est qu'on n'en parle même pas. Donc, C'est-à-dire qu'il ce n'y a qui même est. pas de débat sur le sujet, en fait. Non, il n'y a pas de Le débat. fait de se le penser n'est pas autorisé. Je sais pas, peut-être que c'est pas autorisé. En tout cas, moi, je vois ça de manière négative parce que si on ne parle même pas, c'est n'est pas allé. Enfin, pour l'instant, on n'est pas très très loin dans ce schéma de pensée. Le Frexit, parfois, on entend, mais très rarement et de manière toujours négative sur les médias mainstream. C'est comme il y a 20 ou 30 ans, on parlait jamais du nucléaire parce qu'on ne pouvait pas le remettre en question. Euh, et le nucléaire, ça fait depuis Fukushima, on a le droit de le remettre en question. L'euro, enfin l'Union européenne, ça commence, mais c'est très très lent à ce qu'on puisse vraiment la critiquer sur les médias mainstream, mais l'euro, même pas. Et à la limite, c'est compréhensible parce que les gens, il faut vraiment connaître l'économie et puis vraiment regarder l'histoire pour comprendre que l'euro nous fout en l'air. Et les gens voient qu'on a des déficits commerciaux, enfin, quand on s'intéresse un peu à l'économie, qu'on a des déficits commerciaux, ce que je disais tout à l'heure, records, des dettes records, inflation, etc. Mais ils font pas le lien avec l'euro. Et aussi parce que c'est pas que lié à l'euro, hein, il faut pas non plus, ce serait trop facile. C'est aussi lié à l'incompétence de nos dirigeants. Et donc, ils voient pas en fait ce qui se passe derrière. Et en fait, de plus en plus, plus le temps passe, plus il y a des gens qui n'ont connu que ça. Parce que 25 ans, mine de rien, pour nous, bon, enfin, même pour moi, c'est beaucoup 25 ans. Donc, j'ai encore des souvenirs du franc, mais il y en a qui n'ont connu que ça. Et donc, plus le temps passe, plus ça va être compliqué de remettre ça en question. Quand bien même il y a des gens comme, je sais pas moi, Charles Gave ou maintenant Marc Fati qui critiquent beaucoup l'euro, et depuis longtemps Florian et Monsieur Asselineau. Mais c'est pas facile. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. Et pour moi, la chose intéressante à faire là, c'est de se projeter avec notre franc. Qu'est-ce qu'on ferait avec notre franc, etc. Parce que c'est un projet qui unit toute une nation, une monnaie. Et justement, c'était ouais, l'impact en fait de reprendre notre monnaie, notre économie. Ils ont l'impact sur notre économie, sur notre dette et sur l'épargne. Elle serait quand même forte, le fait de revenir en francs. Ah oui, ah, elle serait très forte. Euh, En fait, le fait de reprendre notre monnaie, c'est un peu, enfin, c'est une image qu'on prend souvent, c'est le fait d'enlever une dent à quelqu'un, c'est ça en fait.
Là, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à vivre avec une dent qui nous fait mal, c'est l'euro. Revenir en France, c'est enlever la dent. Et ça fait mal sur le moment. Personne n'a envie. Moi, j'ai pas envie qu'on m'enlève une dent. J'étais chez le dentiste ce matin d'ailleurs. Euh, mais, euh, euh, mais il faut le faire parce qu'après, c'est la fête. Après, alors c'est la fête, j'exagère, mais alors ça veut dire quoi enlever une dent? Ça veut dire que les marchés vont ils le font de plus en plus, il faut l'avouer, mais une fois qu'on aura le franc français ne reflètera que l'économie française, pas l'économie de nos voisins, etc. Tout comme la livre sterling reflète l'économie britannique. Et derrière une monnaie, c'est toujours la valeur d'une monnaie, elle est faite par la confiance qu'on a. Donc, ce qui est très probable quand on sortira de l'euro, c'est que notre monnaie va se déprécier. Alors, quand une monnaie se déprécie, parce que j'ai dit on fait du 1 pour 1 au début, ok, on va faire ça, mais ça va tenir une semaine. Parce qu'après, quand on a un pays qui est aussi endetté que ça, qui le PIB augmente, mais ça, c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin. Le PIB français augmente depuis 15 ans, en fait. Il augmente parce qu'on crée de la monnaie, il augmente parce que les prix montent, il augmente parce que dans le PIB, on met des trucs farfelus comme la prostitution, le trafic de drogue et puis les salaires des fonctionnaires. Et comme on n'arrête pas d'embaucher de nouveaux fonctionnaires, bah, ça fait monter le PIB. Mais enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, il faudrait vraiment, et les patriotes, je serais vraiment pour que les patriotes s'y attellent, qu'on mette vraiment, et, enfin, en l'occurrence, c'est M. Toiti qui le fait, entre autres, qu'on publie vraiment des vrais chiffres, en fait, qu'on arrête de nous bassiner avec ces histoires. Qui croit à ça? Enfin, bref. Et Mais donc, on aurait. le fait de sortir, excuse-moi, le fait de sortir justement de l'Europe, de l'euro, de reprendre notre souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, énergétique, etc., serait un élan énorme pour relancer, justement, recréer notre industrie qui s'est effilochée ou qui a disparu et qui continue de disparaître cette année. Est-ce que justement, comment tu vois justement cette chance de reprendre toute cette souveraineté sur tous ces domaines et notre monnaie pour pouvoir relever notre pays? Bah là, on sort du cadre de la monnaie parce que reprendre souveraineté sur tous ces sujets, ça implique sortir carrément de l'Union européenne. Moi, c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux et que j'entends de plus en plus d'ailleurs, hein. Euh, En sortant de l'Union européenne, on reprend la souveraineté surtout, mais on est aussi face à nos responsabilités. Et c'est pas juste en sortant, en changeant de monnaie, surtout si on fait du 1 pour 1, parce qu'on fait, on fait du 1 pour 1, bah en fait, c'est pas pareil. On aura les mêmes dettes, on aura les mêmes prix. Euh, et ce qui va se passer, enfin, si l'industrie n'est pas compétitive en France, c'est parce que les pays les plus taxés au monde. C'est parce que je dois payer 4 400 quelqu'un pour qu'il reçoive 2 000 € dans sa poche. Euh, c'est pas le cas en Uruguay, c'est pas le cas en Slovaquie, c'est pas le cas, je sais pas moi, en Kenya. Donc, il y a un moment, en fait, c'est l'intégralité de l'économie française qu'il faut mettre en question. C'est cette place de l'État qui augmente tout le temps. Même les dépenses de l'État continuent d'augmenter. C'est-à-dire, on est à plus de 1,4% prévu l'année prochaine, alors que le PIB doit augmenter de 0,9. On a un décalage entre l'argent qu'on injecte pour faire fonctionner l'État et ou dans le quoi qu'il en coûte pour sauver, etc., l'économie française, entre guillemets, comme l'a dit Bruno Le Maire, et les richesses qu'on crée. Mais comment vous voulez créer les richesses quand vous avez un État qui vous prend la moitié des richesses créées dans le pays? Donc il y a un moment, c'est pas la monnaie qui va régler ça, c'est de remettre à plat vraiment l'État, comme ce que fait Monsieur, je suis bien compris, va faire Monsieur Musk aux États-Unis, comme est en train de le faire Monsieur Milei en Argentine. Monsieur Milei, ça fait qu'un an qu'il est là, et il a annoncé pour la première fois depuis 123 ans un bénéfice en Argentine. Alors, il a licencié beaucoup de fonctionnaires, donc le taux de chômage est passé, il me rappelle bien, quelque chose de 5,6 à 7,2%. Donc, il faut pas, enfin, je veux dire, les gens sont intelligents, ils savent bien que ce genre de posture amère, au départ, ça fait mal. C'est enlever la dent, ça fait mal. Ok. Mais une fois qu'on l'aura fait, on va faire table rase de beaucoup de choses, de tous ces petits parasites qui nous coûtent beaucoup d'argent avec, bah, dans la haute fonction publique, en fait. Et on va vraiment assainir. Il faut que la France, un gouvernement, pour un quinquennat, enfin, un quinquennat serait probablement pas assez, mais on peut quand même être ambitieux,
se donne comme objectif de réduire drastiquement, enfin pas drastiquement, mais de réduire en tout cas la place de l'État pour qu'on revienne, en Allemagne par exemple, le taux de prélèvement de l'État, c'est à peu près 38%. Et c'est un État déjà qui est relativement social, je peux en parler, hein, puisque je vis là. Moi, j'ai un tiers de mon revenu qui disparaît entre le brut et le net. Je vois pas par contre la part salariale, mais comme j'ai moi-même une entreprise, je sais qu'il y a encore évidemment une part non négligeable le brut, avant d'arriver au brut du salarié. Mais voilà, ils sont à peu près à 38%, c'est-à-dire 10 points en dessous de nous. Donc si on pouvait mettre, ne serait-ce que avoir comme objectif d'arriver à 10 points de moins, c'est beaucoup, mais il faut être ambitieux. 10 points de moins de prélèvement de l'État sur l'économie française au bout d'un quinquennat, ce serait déjà extrêmement bien. Mais pour ça, il faut remettre à plat euh, notre administration publique et notre système de protection sociale aussi, hein. Toutes les allocations qu'on verse, notamment dans la santé, les 73 ou 14 ou 15 millions de cartes vitales qui existent. C'est un travail des titans, c'est pas très populaire, ça demande des compétences. Donc c'est tous les trois trucs que les gouvernements actuels n'est pas capable ou n'a pas envie de faire. Ils font des beaux discours, mais c'est tout. Donc voilà, et ça, c'est un gouvernement responsable. Donc plus notre situation se détériore, en fait, plus la venue d'un tel gouvernement devient nécessaire pour le bien de la France. On est dans le même bateau. Je veux dire, moi, si j'étais au gouvernement, je prendrais les Français comme ils sont. Pas de discrimination ou quoi. On est 68 millions, on est dans le même bateau. Faisons quelque chose de mieux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut enlever toutes les prestations sociales, les allocations chômage, pas du tout, hein. J'ai dit qu'il faudrait assainir ça et revoir tout l'État, parce que l'État, en fait, n'a pas assez évolué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pas qu'une question de monnaie. Oui, par rapport à la souveraineté, je pense que, ou j'aimerais ton avis sur le fait de redresser aussi, hein, le PIB dont tu parlais tout à l'heure, c'est quand même effondré en 10 ans, ne serait c'est pas qu'en France, mais dans l'Europe en fait. Si on compare le PIB des États-Unis 2008-2009 et d'Europe qui était peut-être à peu près équivalent, et puis 15 ans après, on se retrouve avec peut-être 50% du PIB des États-Unis. Donc ça veut dire qu'il Oui, y a une vraie c'est fuite pas en 50, fait, mais c'est un peu plus, mais il s'est et, effondré. Enfin, et, 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 relativement. et certainement, voilà, je voulais avoir ton avis sur le fait de redresser industriellement la France, remonter notre PIB, reproduire à nouveau en France. Ça pourrait aussi accompagner la création de la monnaie. Ah oui, oui, non, mais tout à fait. Je veux dire, voilà, avoir la souveraineté sur la monnaie, c'est une chose. Ça nous permet. Après, ça dépend encore une fois ce qu'on fait de cette monnaie. Moi, je suis partisan d'une monnaie neutre. Donc, je ne suis pas favorable à des politiques monétaires, d'évaluer la monnaie, utiliser la monnaie pour être plus compétitif tout d'un coup que la Chine parce qu'on va dévaluer notre monnaie comme des tarés. Moi, je suis pour laisser les marchés déterminer la valeur de notre monnaie et de faire une monnaie totalement, entre guillemets, neutre, c'est-à-dire que l'émission monétaire soit claire. Je sais pas moi, on prendra 1% par an, et on puisse pas émettre comme ça des francs, comme ça nous arrange, pour soutenir tel ou tel secteur. Si on fait ça, je peux vous dire que l'État va se mettre au régime, hein, parce que c'est fini. Parce que on est quand même dans un État qui a besoin d'emprunter presque, alors entre 8 et 900 millions d'euros par jour pour fonctionner. Vous imaginez en fait le travail qu'il faut pour créer cette richesse? Parce que finalement, normalement, la monnaie, ça devrait être le résultat d'un travail, le résultat d'une prise de risque, le résultat d'un effort. Là, on crée à partir de rien, dans la moitié des cas, parce que c'est la moitié du temps, c'est la BCE qui achète notre dette, pour soutenir une machine qui ne fonctionne pas du tout et qui mécontente tout le monde, sauf ceux qui ont des beaux salaires, des belles retraites, etc., et qui sont jamais responsables de rien, c'est-à-dire, pas besoin de les nommer. Donc, il faudrait vraiment c'est l'histoire de la monnaie, en fait, il faut pas, je pense, trop se focaliser dessus parce que d'une part, techniquement, c'est pas sorcier, et d'autre part, c'est pas ça uniquement qui va nous remettre à flot. Ce qui va nous remettre à flot, c'est comme partout, hein, c'est de faire des choses difficiles et impopulaires. Et c'est quelqu'un qui peut-être aurait même accepterait de se griller, qui sait qu'au bout de 5 ans, il sera pas réélu parce qu'il va faire des trucs pas marrants, mais nécessaire. Et peut-être Faut que, avoir c'est un courage politique, quoi. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est toujours pareil, hein. On paye toujours le manque de courage, on paye toujours la fainéantise, c'est toujours pareil. Ça finit par se payer. Et là, on arrive au bon système, c'est-à-dire qu'on voit avec ces premiers ministres tous les 2 ou 3 mois maintenant, avec François Bayrou, je sais même pas quoi dire. Je veux dire,
Oui. Bientôt, il va nommer On, Brigitte Macron, c'est tout ce qui va lui on rester, va, en on va, fait, on hein. va lui laisser son, oui, on va lui laisser son expérience. Comment Oui, tu vois, toi, ça, évidemment. l'impact dans notre rapport au monde, si on prend l'exemple actuel des BRICS, qui s'organisent justement en parallèle des États-Unis, en parallèle de l'Union européenne. L'exemple de ce que font les BRICS là, depuis quelques années, comment tu vois ça en parallèle avec nous, notre retour à la souveraineté? Est-ce que le fait de reprendre, d'avoir notre franc, d'être sorti, on pourrait retrouver une place légitime dans le concert des nations? En fait, je pense que si on reprend notre front, on aurait vraiment un travail, interne extrêmement important à mener, comme le fait Milei. Milei, il voyage pas beaucoup, il s'implique pas beaucoup dans les crises, à l'extérieur de l'Argentine, parce qu'il a du boulot à faire et l'Argentine, c'est un grand pays, mais ils sont que 31 millions, un truc comme ça, donc il a du boulot et nous, c'est pareil. Ce que je trouve fascinant avec les BRICS, en fait, c'est de voir des pays aussi différents qui arrivent à coopérer, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est que il y a un dysfonctionnement tellement important qui est la mainmise des États-Unis sur l'économie. C'est-à-dire, les États-Unis refusent de se réformer en interne, refusent d'arrêter de dépenser autant d'argent dans leur complexe militaire industriel, refusent de rembourser leurs dettes, refusent de changer, entre guillemets, hein. Et donc, ils veulent faire payer, continuer à faire payer le reste du monde pour leurs errements depuis des décennies, hein. Et il reste plus il va bientôt plus rester que nous, en fait, pour le faire. Parce que les D'accord. BRICS s'allient pour ne plus. Déjà, la Chine, ça fait un moment qu'elle achète plus de la dette américaine. L'Arabie Saoudite le fait aussi de moins en moins. On ne le dit pas, bien sûr, mais voilà. Et donc, je sais pas trop comment se finance mais ce que je peux vous dire, c'est que les États-Unis ont émis énormément de monnaie depuis 2020. C'est-à-dire que à peu près un tiers des dollars en circulation aujourd'hui, ils ont moins de 5 ans. Enfin, c'est ahurissant, hein. Parce que le dollar aussi, c'est une vieille monnaie, hein. Ça fait pas 2 ou 3 siècles qu'elle est là. Donc, le système déraille complètement. Et d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, sur Toxin, il y a Guy de Lafortelle qui a extrêmement bien expliqué ça. Quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais c'est exactement ça, sur le dérapage en fait de la création monétaire qu'on est en train de vivre. C'était cette semaine, hein, donc je ne sais plus quel jour Oui, c'était. C'était j'ai entendu, c'était très intéressant. Je pense qu'on ah, mettra le c'était lien mais d'ailleurs excellent. sur Discord. Ouais, mettez-le parce que elle fait que 13 minutes. Elle n'a rien à voir avec les Patriotes, mais elle fait que 13 minutes ou 14 minutes, cette intervention de Guy, et elle est excellente. Donc, Mm. il le dit. Et ça, c'est des choses que les gens ne voient pas parce qu'en fait, les gens comme nous qui vivons dans un monde normal où faire un, deux, trois, quatre crédits dans notre vie et on ne brasse pas des milliards, enfin, pas que je sache en tout cas, on ne voit pas ça parce que nous, on gagne notre argent, on paye notre loyer, on paye nos crédits, on paye nos courses normalement. On voit pas, on n'est pas à côté du robinet de création monétaire. Et en fait, la monnaie, c'est quelque chose de tellement important que la, 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 la maltraiter, entre guillemets, enfin, je ne trouve pas un meilleur mot, mais comme on le fait actuellement, notamment en Europe, aux États-Unis et un peu au Japon, bah, c'est aller vers vraiment des lendemains sombres, et c'est ce qu'on vit. C'est ce qu'on vit, c'est-à-dire des gouvernements extrêmement incompétents, corrompus, comme ceux qu'on a là, peuvent se maintenir parce qu'ils passent un coup de fil à Francfort, à Christine Lagarde, et tiens, tu veux pas m'acheter 100 milliards de dettes là? Ça nous évite de nous réformer. Oh, ok, pas de problème. Donc, il faut mettre un terme à ça. Et ce serait l'occasion de le faire avec le franc. Ce serait vraiment quelque chose qui serait là vraiment au service des citoyens. Et les BRICS, c'est fascinant parce que des pays aussi différents qui arrivent à s'entendre pour plus commercer entre eux dans leur monnaie, parce qu'il y a un contenu monétaire assez important en fait dans les BRICS. C'est intéressant et c'est même spectaculaire parfois parce que même la Chine et l'Inde ont réussi à s'entendre apparemment sur un problème de frontière au niveau du Ladakh, là-haut au nord de l'Inde. Ils sont confrontés à un dysfonctionnement tellement important, une mainmise tellement importante des États-Unis sur l'économie, qu'ils sont obligés de réagir, ils sont obligés de gommer leurs différences, ils sont obligés de s'améliorer parce que enfin, les États-Unis me foutent, entre guillemets, foutent trop le bordel en fait. Ils sont obligés de. Et d'un autre côté, c'est leur client principal, donc il faut aussi qu'ils fassent attention. Et les BRICS nous montrent un petit peu finalement ce qu'aurait pu être l'Union européenne d'une autre manière, avec Oui, cette collaboration entre États souverains, qui auraient chacun toujours leur monnaie, leur armée, leur politique étrangère, mais qui ont oui, suffisamment l'intelligence pour travailler ensemble, quoi.
Oui, il y a une différence absolument fondamentale quand M. Poutine, M. Modi, M. Da Silva ou M. Xi Jinping prennent la parole, c'est que c'est des dirigeants souverains. Donc, ils ne sont pas toujours d'accord avec les États-Unis et leur toutou européen. Je veux dire, il y en a, ils peuvent critiquer Israël, ils peuvent critiquer l'Ukraine, ils peuvent critiquer l'Union européenne même, ils peuvent critiquer les États-Unis. Et nous, bah non. Et donc, enfin, du moins dans les grands médias. Et du coup, en fait, intellectuellement, c'est devenir assez triste, l'Europe. Sauf ici. Et à Sauf. contrario, oui, on voit vraiment dans les BRICS un mélange de cultures différentes et je pense Ah qu'il y en oui. a aucun qui est, il y en a aucun qui est prêt à perdre sa souveraineté, aucun qui est prêt à perdre sa monnaie ou sa politique étrangère, et pourtant ils arrivent à travailler ensemble. Non, non, mais demander à ces pays-là de faire ce qu'on a fait nous, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un d'arrêter de respirer. En fait, ça n'a pas de sens pour eux. Ça n'a pas, même pour des pays plus petits que le nôtre, je sais pas, moi, l'Égypte ou l'Afrique du Sud ou l'Arabie Saoudite, c'est des pays souverains. Et donc, ce concept de déléguer notre souveraineté, nos frontières, notre monnaie à une autre entité qui est de fait contrôlée par les États-Unis, ça n'a pas de sens. Et donc, si encore ça marchait. Mais Florian dit souvent d'ailleurs, enfin, il a dit à plusieurs reprises qu'il disait que même si ça marchait, il ne serait pas d'accord. Parce qu'il n'est pas d'accord qu'on délègue notre souveraineté à ce point-là. On peut C'est déléguer normal, notre ouais. souveraineté, mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Euh, c'est nous qui savons ce dont on a besoin, c'est nous qui savons enfin, quels sont nos intérêts et comment de. Il suffit de regarder, par exemple, la politique énergétique de la France et celle de l'Allemagne pour se rendre compte, enfin, c'est un exemple parmi plein, mais à quel point on est sur des mondes différents. Et les Allemands n'ont rien trouvé de mieux à faire que nous casser les pieds avec EDF et le nucléaire, plutôt que de réfléchir à est-ce qu'ils prennent les bonnes décisions en termes énergétiques ou pas. Euh, donc c'est un jeu en fait, c'est qui perd, quoi. Les Allemands prennent une mauvaise décision et ils enfoncent la France pendant qu'on y est. Et Oui. Avant de, l'euro, pardon, excuse-moi, vas-y. juste une toute petite phrase, mais si la France est aussi servile vis-à-vis de l'Union européenne, des États-Unis, etc., c'est qu'ils nous tiennent par la main. Et c'est pour la même raison que Mélanie, d'ailleurs, l'est aussi. Parce que la Banque centrale européenne rachète la dette aussi italienne, hein. Donc, ils sont obligés de. Alors, Mélanie le fait de manière peut-être un peu plus courageuse et mature, etc., que M. Macron. Mais de fait, quand on tient la monnaie de quelqu'un, bah, il est obligé d'obéir. Et c'est ce qui se passe. Et Et je ne veux pas dédouaner on Macron, voit mais c'est le bien que, résultat de décennies de compromission, de Mitterrand, Chirac, etc., de tous ces gens auréoliés de leurs belles étoiles européennes, ces belles valeurs, ce style, etc. Regardez le documentaire Au nom de l'Europe de Camille Adam, qui est très intéressant sur ce sujet. c'est Qui justement, nous c'est revient. ce que j'allais dire justement. Tout est très bien résumé dans Au nom de Oui, l'Europe. ouais. Et on prend une sacrée claque quand même. On se dit, on voit la compromission et comment on en est arrivé ici, en fait. Voilà. Donc ça, c'est vrai que Mais c'est c'est un quoi? lien qu'on a également diffusé sur le Discord. Ouais, non, il est Oui, excellent. Alors, il dure 3 heures, mais là, pendant les fêtes de Noël, vous aurez peut-être le temps de le regarder si vous ne l'avez pas fait. De toute façon, vous pouvez le exactement. regarder en plusieurs parties, mais il est excellent ce documentaire. Il faut se souvenir ce monsieur Adam qui est passé chez Fox 1, je pense. Et pour ceux surtout qui sont peut-être un peu plus jeunes, parce que c'est beaucoup d'images des années 90, du début des années 2000, c'est très éclairant en fait, de voir voilà, comment ça a été pensé, comment ça a été vendu, comment ça a été fait, et quel est le résultat aujourd'hui. Parce que le est très bien structuré. Et l'Europe, c'est un peu comme l'écologie, c'est-à-dire que c'est des belles idées qui sont entre guillemets faciles à vendre. Moi aussi, j'ai envie de faire de vrai pour l'écologie. Moi aussi, j'ai envie euh, d'être. Je suis par définition européen, puisque j'ai les deux nationalités. Je vis dans un autre pays européen. Je profite à plein en fait de l'Europe, puisque j'ai pas eu besoin de visa pour venir ici. J'utilise la même monnaie. Je suis souvent en France, donc voilà. J'ai été dans tous les pays européens sans exception. Donc, bien sûr que c'est fastoche, mais si le prix à payer, d'avoir enfin, cette accumulation de dettes, de déficits commerciaux, de privation de souveraineté, de perte de l'industrie, de PIB, de croissance extrêmement molle, bah non merci. Enfin, moi, je préfère utiliser ma carte bancaire et avoir la monnaie de l'autre pays, avoir la Et, monnaie de l'autre et- et je pays. dirais à la fin la ruine et puis quelque part une forme d'asservissement, parce qu'une fois qu'on a ruiné les gens, Oui, finalement on est asservi.
Donc Non. c'est pas du tout ce qu'on souhaite à la France et heureusement que les patriotes se lèvent de plus en plus, et que les gens prennent conscience que ça ne va plus et que ça ne peut plus durer comme ça. Mhm. Hem, aurais-tu, avant de conclure, Aîné, un point qu'on aurait omis ou est-ce que tu peux nous conclure ou nous faire la synthèse un petit peu de tout ça? En fait, la synthèse de ça, c'est qu'il faut pas avoir peur. Alors, comme on n'en parle même pas encore, même sur les mainstream de ce sujet, il y a même pas des Elisabeth Borne ou d'autres qui vont venir nous parler de l'apocalypse si on sort de l'euro. Mais imaginons que le débat vienne, parce que je ne sais jamais. N'ayez pas peur, ne croyez pas à leur fadaises, parce qu'il suffit de regarder la République tchèque et la Slovaquie, ou même l'euro, il y a 25 ans, pour voir que le passage d'une monnaie à une autre, c'est pas la chose la plus simple du monde, mais c'est c'est pas du tout infaisable, hein. Loin de là. Donc, n'ayez pas peur, et surtout, parlez-en autour de vous, et renseignez-vous si vous ne le faites pas déjà sur YouTube, sur X ou ici, sur Discord. Et essayez un peu de vous dire, bah tiens, si on avait une nouvelle monnaie, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau par rapport à. Parce que tout le monde peut y participer. La monnaie, tout le monde l'utilise. Et c'est pas parce qu'on gagne le SMIC ou je sais pas quoi qu'on n'a pas, on n'a pas son mot à dire. Moi, je vais souvent à des manifestations ou à des conférences et j'aime discuter avec les gens parce qu'on est tous des citoyens, on a tous notre avis, on a tous notre mot à dire, on a tous nos intérêts. Et cette monnaie, ce sera la nôtre. Moi, j'ai déjà développé mes points de vue sur ce sujet dans plusieurs conférences, notamment à Arras et dans un moment. Comme j'ai écrit des livres sur les crypto-monnaies, je pense qu'il y a des bonnes idées à prendre. Donc ça pourrait être l'objet aussi d'une autre Mais conférence. Mais ce seront des débats, je pense que c'est pareil, il y a une maturité intellectuelle, etc. Et aujourd'hui, on veut surtout pouvoir. Le but, c'est de rassurer que c'est possible, parce qu'il y a encore quelques Mhm. mois, quelques années, en disant, mais non, mais on est dans l'euro, on n'en Ah non, mais sortira c'est possible. jamais. Donc Non, mais aujourd'hui, on non. sait que c'est possible. Et je pense que les débats pourront continuer aussi dans le salon économie de Discord, sur lequel justement les échanges se font aussi assez souvent. Donc sur ce salon, je t'invite forcément à venir échanger avec nos différents discordiens patriotes, parce qu'il y aura J'ai forcément activé des les questions. notifications. J'ai activé les notifications aujourd'hui, donc je verrai, surtout si vous me D'accord. citez. Mais Pour ceux à la fois ah, qui mais, sont en direct, mais aussi pour la rediffusion, qui aura lieu oui. sur le Discord YouTube sur le YouTube Discord de Les Patriotes. J'invite chacun après à venir échanger sur le salon économie, puisque maintenant je sais qu'il sera présent de temps en temps. Vous pourrez poser vos questions à Oui. Aîné. Dans tous les cas, je te remercie pour le moment qu'on a passé ensemble, pour débunker un petit peu cette histoire et bien rassurer les patriotes et les souverainistes qu'il est effectivement possible de sortir de l'euro, qu'on n'est pas pieds et mains liés et qu'avec du courage, avec de l'obstination et avec quelqu'un aussi comme Florian, on peut tous se lever et tous pouvoir aller vers un nouveau franc ou un franc ou un nouveau franc, on verra comment les citoyens décideront de l'appeler. Voilà. Donc, si tu as juste le mot de la fin avant de se quitter. Ouais, le mot de la fin, c'est vraiment de faire ça pas en mode nique le big business, nique von der Leyen ou les États-Unis. C'est en mode ça va nous avantager tous de faire ça, y compris les milieux d'affaires, y compris nos partenaires extérieurs, nos créditeurs, etc. Nos créanciers, pardon. Alors vraiment, et pour ça, il faut mettre quelque chose en place, au moins sur le papier, si ce n'est carrément mettre en place un petit système entre nous, pour montrer à quoi pourrait ressembler le nouveau franc, quelque chose de virtuel, quoi. Mais parce que plus on va se projeter sur ce nouveau franc, plus on va emmener des gens et plus on va montrer qu'on n'est pas là pour foutre tout en l'air, mais pour reprendre notre souveraineté, ce qui aura des impacts positifs pour tout le monde. Je pense que plus on a de chances, ne serait-ce que de provoquer le débat, de rassembler des propositions et surtout d'aller vers cette sortie qui, à mon avis, après 25 ans, il faut tourner la page, quoi, parce que ça marche pas. Avant l'euro numérique, c'est possible. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, Aîné. Je sais que ça tient à cœur à Florian de toute façon de pouvoir créer des discussions autour de ce sujet, comme sur tous les autres de la Charte des Patriotes. Merci beaucoup à toi. Au plaisir justement d'avoir eu une étape peut-être dans quelques mois pour avoir des nouvelles réflexions plus poussées sur le sujet. Mais on a déjà bien débroussaillé ce soir et sur cette sortie possible de l'Europe avec la sortie de l'euro. Voilà. Merci beaucoup, au plaisir. Bonne soirée, bonne fête. À bientôt. Ciao.